Bonjour et bienvenue à tous pour l'interview. Aujourd'hui, je reçois Ahmed Laouej. Bonjour Ahmed Laouej. Bonjour. Alors vous êtes député fédéral PS, vous êtes aussi vice-président du PS bruxellois et vous êtes conseiller communal à Koekelberg. Comme ça, on sait un peu tout ce que vous faites, mais c'est surtout sur l'aspect fédéral. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui. Vous faites partie des opposants virulents à la majorité et surtout à cette question du budget. Alors on se rend compte qu'il y a eu des mauvais calculs, que l'ajustement budgétaire est difficile. Est-ce que vous diriez, comme Elodie Roupeau, que le ministre des Finances est le plus mauvais ministre des Finances qu'on ait connu et que c'est le gouvernement le pire qu'on ait connu? Est-ce que vous êtes aussi dur que cela? Oui, je pense qu'Elodie Roupeau a raison d'être sévère dans son jugement, parce que les faits sont là. On paye aujourd'hui, quand je dis on, c'est l'ensemble de la population, la gestion chaotique des finances publiques du gouvernement Michel depuis le début de la législature. Nous n'avons pas cessé de leur dire, faites attention, vos calculs sont mauvais, votre budget ne tient pas la route. Rien n'y a fait, ils ont continué à avancer, et même je dirais à foncer droit dans le mur en klaxonnant, pour reprendre une expression bien connue. Mais aujourd'hui, on voit le résultat, c'est un désastre budgétaire. Ils doivent trouver au moins 3 milliards d'euros pour pouvoir assurer un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2018. Alors sur les chiffres, là, tout le monde n'est pas d'accord. Le gouvernement parle d'un peu plus de 2 milliards. On parle aussi effectivement de 3 milliards. Il y a aussi les centaines de millions que l'Europe pourrait accepter qui ne fassent pas franchement partie de l'équilibre budgétaire. Quelle est la vérité des chiffres? Alors il y a 3 chiffres. 2,2 milliards, ça c'est si on suit les efforts que demande l'Europe. On appelle l'amélioration du déficit structurel. C'est 3,2 milliards si le gouvernement souhaite revenir à l'équilibre en 2018, comme lui-même s'y est engagé. Et il est important en effet de revenir à l'équilibre, sans pour autant faire de politique d'austérité, parce qu'une autre politique est possible, pour précisément éviter une augmentation de l'endettement public. Alors vous avez un autre chiffre, en effet, que l'on entend ici ou là. C'était aux 2,2 milliards que le gouvernement retient, il rajoute 600 millions d'euros, qui sont les moyens qu'il faut consacrer à la crise de l'asile et de la migration. Plus le terrorisme, les 400 millions pour lutter contre le terrorisme, où il espère aussi avoir une réponse positive de l'Europe là-dessus. Tout à fait. Donc à ce stade, et ça faisait en effet déjà partie du débat budgétaire en 2015, l'Europe doit encore se prononcer sur ces 400 millions qui sont consacrés à la lutte contre le terrorisme. Et puis alors, il y a ces 600 millions d'euros pour permettre au gouvernement de faire face à la crise de l'asile. Donc on voit que l'ardoise est salée et que le gouvernement ne s'en sortira pas avec des petites pirouettes ou avec du bricolage budgétaire. Donc il va devoir prendre des mesures. Et c'est là où nous sommes inquiets, parce que ce que nous disons, c'est que ce n'est pas à la population de payer la facture de la mauvaise gestion du gouvernement. Donc pour nous, il est hors de question, comme la NVA le demande, qu'on fasse à nouveau des coupes dans la sécurité sociale. Il est hors de question de mettre sous pression les services publics qui ont besoin de moyens. Regardez le dossier du RER, et il est hors de question aussi de commencer encore à aller chercher directement dans la poche de nos concitoyens en augmentant par exemple les taxes sur la consommation. Donc moi je crains le pire, parce que le pire c'est ce à quoi nous a habitué le gouvernement Michel depuis le début de la législature. Alors si on prend les points un peu les uns après les autres, d'abord il y a eu cette idée de la ministre du Budget de reporter peut-être l'équilibre de 2018 à 2019. Bon, ça, maintenant, le Premier ministre a l'air de mettre cela de côté. Mais pour vous, est-ce que c'était une bonne idée? On peut bien évidemment assouplir la trajectoire budgétaire. D'ailleurs, c'est ce que nous avions fait, nous, lorsque nous étions aux affaires et lorsque nous gérions le pays. Mais à peine Mme Wilmès est-elle sortie que directement, elle s'est fait, Mme Wilmès, qui est ministre du Budget MR du gouvernement fédéral, à peine est-elle sortie qu'elle s'est fait recadrer par l'Open VLD, par le CDNV et par la NVA. Donc les partis flamands n'en veulent pas, et Charles Michel a dû se coucher devant le diktat des partis néerlandophones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont mettre une pression très forte sur la sécurité sociale. Et la NVA n'en démord pas. Elle a annoncé apparemment, il n'y a que la NVA qui a envie de vraiment toucher à la Sécu. Mais comme on le voit depuis le début de la législature, ce que veut la NVA, en général, se concrétise. C'est-à-dire que depuis le début, on voit que le rapport de force se fait au détriment des autres partis de la majorité. Donc moi, je ne compte pas sur le MR pour résister à la pression de la NVA. Donc ce qu'on va faire, nous, au niveau de l'opposition, c'est être vigilant et c'est dénoncer le fait que chaque fois qu'il faut faire des économies, trouver de l'argent, c'est dans la poche de nos concitoyens qu'on va chercher les sous. Et ça, dans le chef du gouvernement, c'est tout à fait inacceptable. Alors, il y a une idée apparemment qui est discutée en Conseil des ministres, c'est d'élargir les flexi-jobs qui existent aujourd'hui dans l'ORECA, les élargir à la construction.
et que ça, peut-être, ça pourra avoir un effet bénéfique sur les comptes de l'État. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous accepteriez? Toujours les mêmes recettes de droite, c'est-à-dire chaque fois qu'il faut trouver des moyens budgétaires complémentaires, eh bien, on va précariser les travailleurs. Ça, c'est vraiment la marque du gouvernement Michel. Pour relancer la croissance, ils font un saut d'index. Ça ne se vérifie pas. Non seulement ça ne se vérifie pas, il n'y a pas de relance économique impressionnante, mais surtout, les caisses de l'État aujourd'hui sont vides. Ça veut dire que la politique d'austérité menée par le gouvernement est à la fois toxique pour nos concitoyens, mais aussi toxique pour l'économie. Mais Ahmed Laoueche, quand on entend les socialistes bruxellois, par exemple, ceux de la région, sont plutôt contents de la situation parce qu'ils disent le chômage est en baisse, on a des bons chiffres, à Bruxelles c'est meilleur, il y a moins de faillites. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours entre les socialistes du fédéral et les socialistes de la région? Ah, mais si on a des bons chiffres à Bruxelles, c'est grâce, et je vous remercie de le souligner, grâce à la politique du gouvernement bruxellois. Et surtout pas grâce à Charles Michel. Certainement pas. La garantie jeune, les efforts que nous faisons aussi dans le domaine de la formation, bref, toute une série de politiques menées par le gouvernement bruxellois et qui portent en effet ses fruits. Donc il faut s'en réjouir et j'en profite pour saluer le travail extraordinaire de Grégoire Chapelle à la tête d'Actiris. Alors, vous avez une idée au PS, peut-être pour ramener davantage d'argent au budget, c'est quelque part de limiter les bonus des grands patrons du privé. Vous trouvez qu'ils sont beaucoup trop élevés. Alors, comment peut-on à la fois encadrer ces grands salaires sans entraver la liberté ? Est-ce que c'est possible ? Il est important de faire de la régulation économique. On l'a fait avec le secteur financier, on souhaite aussi le faire s'agissant des salaires au sein des entreprises. Quand on voit les écarts qui vont parfois de 1 à 100 au sein d'une même entreprise, entre un travailleur de base et le big boss, il y a là quelque chose qui nuit à la cohésion sociale et à la paix sociale au sein de l'entreprise. On a aujourd'hui une grande masse de travailleurs, des employés, des ouvriers qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Et puis à côté de ça, on a des grands patrons qui s'octroient des stock options, des bonus qui se chiffrent en plusieurs millions d'euros. Donc il y a une indécence. Cette indécence, il faut bien évidemment pouvoir y remédier, mais il y a une autre raison. L'autre raison, c'est que trop souvent, les salaires variables des grands patrons sont liés aux résultats à court terme de l'entreprise. Et ça peut être nocif pour le développement de l'entreprise. Ce qui est important, c'est que l'entreprise puisse avoir un développement durable, que ça ne se fasse pas au détriment, par exemple, de la masse salariale, par exemple, aussi, je dirais, en sacrifiant certains intérêts qui sont fondamentaux et qui sont à long terme. Donc de lier le salaire aux résultats à court terme, ça peut engendrer de la mauvaise gestion, de la précipitation dans les choix, des solutions de facilité qui souvent se traduisent par de la pression sur le salaire des travailleurs. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, quand on regarde dans l'assiette des privés, regarder aussi dans l'assiette du public? Il y a aussi des hauts salaires dans le public. Vous savez, le public en général, je ne parle pas du secteur public ici, mais la population critique souvent les hommes politiques en disant qu'ils sont trop bien payés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un effort à faire là, si on le fait aussi dans le privé? Alors moi, je n'ai aucune difficulté, que les choses soient claires. Il y a déjà des réductions de salaire et de traitement qui ont été faites pour les parlementaires du fédéral. Et moi, je n'ai vraiment pas de difficulté. Cela étant, j'attire juste votre attention, c'est de comparer le traitement d'un député avec le traitement, par exemple, du big boss d'ABABEF. C'est vraiment comparer des melons et des cerises. Mais cela étant, moi, je n'ai aucun problème à parler de cela. Ce que je dis plus fondamentalement, c'est qu'on ne peut pas avoir un patron qui s'octroie, par exemple, 3 millions d'euros de bonus, alors qu'il a déjà un salaire fixe de 1,5 million. Il y a quelque chose d'indécent. Donc on multiplie par 3 C'est la proportion qui vous paraît indécente. C'est la proportion qui paraît indécente. C'est aussi l'inquiétude par rapport au fait que cette partie variable du salaire est liée à des résultats à court terme. Je rappelle, par exemple, que l'entreprise que je viens de citer, fin des années 2000, affichait un résultat de plus de 2 milliards d'euros, mais avait procédé à un licenciement collectif. Comment voulez-vous que les travailleurs au sein de l'entreprise puissent comprendre ce genre de pratique? Mais est-ce que vous n'êtes pas là, dans du positionnement, un peu à la... vous cherchez à trouver des arguments un peu plus à gauche, à courir derrière le PTB? Est-ce que vous ne faites pas de la chasse aux riches? Moi, ce que j'observe depuis un certain nombre d'années, c'est que le PTB plutôt s'aligne sur des positions socialistes-démocrates. Il n'y a pas si longtemps, le PTB souhaitait la révolution, la collectivisation des moyens de production. Aujourd'hui, ils reprennent une de nos mesures, à savoir l'impôt sur les grands patrimoines, par exemple. Nous, c'est une proposition que l'on porte depuis quasiment 30 ans. Donc c'est eux qui courent malheureusement. Oui, pas le contraire. Je pense que le PTB a changé son discours. Je ne les entends plus parler de collectivisation des moyens de production. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on doit redistribuer la richesse qui est produite. D'ailleurs, on l'a fait, et c'est grâce à l'action des socialistes,
aussi du mouvement social, mais des socialistes dans les différents gouvernements depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a pu mettre en place ce qu'on appelle un État-providence, pendant que le PTB, malheureusement, lui, pensait encore que certaines chimères pouvaient être opérationnelles. Alors avec vos collègues du nord-ouest de Bruxelles, vos collègues socialistes, vous avez publié hier un communiqué demandant qu'on n'oublie pas les riverains du tunnel Léopold II et que l'on fasse les travaux de restauration, de sécurisation, de rénovation du tunnel Léopold II. Vous avez vraiment peur qu'on oublie les habitants du nord-ouest ? En tout cas, on peut compter sur les socialistes du nord-ouest, de Molenbeek, de Gett, de Kuckelberg, de Gansoren et de Berchem pour faire en sorte que la population du nord-ouest ne soit pas oubliée. On se battra pour leurs intérêts, notamment pour leur mobilité améliorée. Le tunnel Léopold II doit être rénové et sécurisé, c'est évident, mais il ne doit pas être fermé. Donc non à la fermeture du tunnel Léopold II. Ceux qui y pensent, je pense, se trompent. Donc il faut pouvoir le maintenir. C'est un bassin de vie très important. On a une population très importante avec des gens qui doivent pouvoir rejoindre la ville ou se déplacer à l'intérieur de la ville, aller déposer les enfants, faire les courses. Donc, parce qu'on dit toujours que c'est un tunnel de Nafter. C'est le tunnel des Flamands. Non, mais alors bien sûr c'est un point d'entrée de Bruxelles en venant de la Flandre, mais c'est aussi un bassin de vie très important. Donc il y a une grande population bruxelloise qui vit dans les 5 communes que je viens de citer et qui se déplacent parfois en voiture. Je répète, moi je suis un adepte de la mobilité, le tram, les transports en commun. Je circule régulièrement et c'est important et je ne conduis pas moi-même. Mais en même temps, il y a des gens pour qui il est impossible. Vous n'avez pas de permis ? J'ai pas le permis de conduire. Il est important, vous avez un petit scoop comme ça, mais je suis crédible à parler de mobilité finalement. Mais ça veut dire que soit c'est quelqu'un qui vous conduit, soit vous prenez un service public. Tout à fait. Donc moi je prends régulièrement, tous les jours en fait, le transport en commun. Et de temps en temps, effectivement, mon épouse me dépose ici ou là, mais c'est rare parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Je reviens sur le fondamental. En fait, il y a toute une série de gens pour qui la voiture est indispensable. Pensez aux gens qui doivent aller conduire leurs enfants à l'école, qui ont plusieurs enfants dans différentes écoles, et puis surtout qui doivent après se rendre à leur boulot. Donc la voiture, pour certaines personnes, est indispensable, et de considérer qu'on va obliger tout le monde à se passer de sa voiture, c'est juste une chimère. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il va falloir trouver des compensations. C'est-à-dire que si on rénove et qu'il y a des fermetures temporaires, il faut pouvoir, par exemple, offrir aux riverains qui jusque-là utilisaient leur voiture, la possibilité d'avoir un accès facilité à un abonnement de la STIB, par exemple. Merci Ahmed Laouej et on se retrouve lundi pour une autre interview.